Mes chers étudiants de deuxième bac éduc, bonjour. Le confinement nous oblige à ce que je doive vous donner cours par des moyens interposés. Voilà, je fais donc pour l'instant une vidéo qui reprendra la matière de cours et je l'enverrai ensuite. J'essaierai, parce que je ne suis pas des plus doués là-dedans, à l'envoyer sur la plateforme It's Learning. Alors, il nous restait deux choses à voir dans le cadre du cours de droit. Un, le délit. Deux, le quasi-délit. Alors, un délit n'est pas un quasi-délit et un quasi-délit n'est pas un délit. Ce sont des choses différentes, même si le nom délit se retrouve à chaque fois. Alors, lorsque je parle de délit, vous devez immédiatement penser à deux choses. La première, c'est que c'est un acte volontaire. Et la seconde, c'est que vous devez immédiatement penser à code pénal. Le code pénal, c'est quoi? Le code pénal, c'est un livre. C'est un livre qui reprend tout ce que l'on ne peut pas faire sur le territoire belge, que ce soit par un Belge ou par un étranger. Ce n'est pas la personne qui est visée, c'est le comportement. Chaque pays, chaque État décrit, délimite par son propre code pénal les comportements illicites. Illicites, ce qui veut dire illégaux et qui seront éventuellement punis si vous êtes poursuivi. Chaque pays a donc, en fonction de sa politique, de sa moralité, de plein de choses, des comportements qui sont érigés en délit. Il est donc parfois utile de se renseigner lorsque vous allez en vacances sur le code pénal du pays dans lequel vous allez. Par exemple, un comportement qui n'est absolument pas illicite sur le sol belge et qui est l'homosexualité. Il n'est absolument pas poursuivi, vous pouvez vous marier, vous pouvez même adopter des enfants. Par contre, par exemple, si vous vous rendez au Rwanda et que vous vous promenez main dans la main et que vous embrassez votre partenaire dans la rue, vous risquez une peine et la prison. Pourquoi? Parce que l'homosexualité dans le code pénal rwandais est repris comme un délit. Alors, je vous dis donc, le code pénal reprend tout ce que l'on ne peut pas faire, ce qui veut dire, à contrario, que tout ce qui n'est pas repris dans le code pénal n'est pas susceptible de poursuite. La moralité n'intervient pas dans ces comportements du code pénal. Exemple, en droit belge, la majorité sexuelle est fixée à 16 ans, avec une personne du même sexe ou de sexe différent, ce qui veut dire qu'un jeune homme de 16 ans pourrait avoir des relations sexuelles consenties avec une personne âgée du même sexe de 88 ans. Ça peut choquer la morale, mais ce n'est pas un comportement délictueux au vu du code pénal. Donc, je résume, le code pénal, c'est un livre qui reprend tout ce qu'on ne peut pas faire et tout ce qui n'est pas repris dans ce livre est donc autorisé. Alors, le code pénal reprend donc des comportements qui sont interdits et d'une manière générale, on appelle cela des délits. Quel que soit le comportement, on peut dire souvent dans la population qui n'est pas juriste de métier, telle personne a commis un délit. Si on veut être plus précis, tous ces comportements sont divisés au niveau de leur qualification en trois parties. Soit une infraction, une contravention, soit un délit, soit un crime. Comment sait-on si on est dans l'infraction, la contravention, le délit ou le crime? En fonction de la peine
maximale susceptible d'être prononcée pour ce type de comportement. Si le code pénal prévoit une peine qui est une amende ou un maximum de 7 jours d'emprisonnement, vous êtes dans ce qu'on appelle la contravention. Si la peine est de maximum 5 ans d'emprisonnement, vous êtes dans le délit. Si la peine qui peut être prononcée est supérieure à 5 ans d'emprisonnement, vous êtes dans le crime. Donc le crime, c'est pas forcément tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un, bien sûr, c'est un crime au regard du droit pénal parce que vous risquez une peine de plus de 5 ans, mais ça peut être par exemple un vol avec des circonstances aggravantes, par exemple la nuit avec une voiture, ce sont des circonstances aggravantes, et la peine pour ce type de vol dépasse les 5 ans. Donc ce type de vol est considéré comme un crime. Pourquoi est-ce que l'on fait donc cette distinction? Parce que c'est important pour vous de savoir, en fonction de ce qu'on vous reproche, le maximum de la peine qui peut vous être attribuée. Deuxième chose importante par rapport à cette qualification, c'est la prescription. Alors, c'est quoi la prescription? La prescription, c'est le temps qui passe. Vous pensez à une horloge, tic-tac, tic-tac, et le temps qui passe va avoir des conséquences juridiques. Soit, après un certain temps, vous allez avoir plus que ce que vous n'aviez avant que le temps ne commence à compter, soit vous allez avoir moins. Si, en fonction du temps qui passe, vous risquez d'avoir plus que la situation initiale, on dira qu'il s'agit d'une prescription acquisitive. Dans le mot acquisitive, vous entendez acquisition. Acquisition, ça veut dire que vous avez quelque chose de plus. Exemple. En ce qui concerne les servitudes, imaginons que vous passiez sur un terrain pour vous rendre chez vous, tous les jours, et que le propriétaire du terrain vous laisse passer. Après un certain temps, vous aurez ce qu'on appelle un droit de passage, ce qui veut dire que le propriétaire ne pourra pas vous empêcher de passer. Si vous vous installez sur un terrain avec une caravane et que le propriétaire ne vous chasse jamais, après un certain temps, vous allez devenir propriétaire du terrain. Ce sont des prescriptions acquisitives. Après un certain temps, vous êtes plus riche qu'avant. A contrario, vous avez des prescriptions extinctives. Dans le mot extinctif, vous entendez le mot extincteur, éteindre, ce qui veut dire qu'après un certain temps, vous allez être quelque part plus pauvre qu'avant. Vous n'allez plus pouvoir poursuivre certaines actions. Par exemple, les factures des médecins, des hôpitaux, se prescrivent après 2 ans. Ce qui veut dire qu'un hôpital qui n'aurait pas fait une certaine action pour récupérer une dette que vous avez vis-à-vis de l'hôpital, après 2 ans, c'est trop tard. L'hôpital a perdu ce droit de récupérer cette somme, et donc on pourrait dire qu'il est plus pauvre après. C'est une prescription extinctive. On retrouve dans le droit pénal des prescriptions extinctives. Ça veut dire qu'après un certain temps, l'action est éteinte et que on ne peut plus vous poursuivre parce que c'est trop tard. En ce qui concerne les délits, la prescription est de 10 ans. En ce qui concerne les crimes, la prescription est de 30 ans. Ce qui veut dire
qu'après ce laps de temps écoulé, on ne peut plus vous poursuivre. C'est donc intéressant pour vous qui êtes poursuivi de savoir si vous vous trouvez dans le délit ou dans le crime, parce que si vous vous trouvez dans le délit, eh bien après 10 ans, c'est terminé, alors que dans le crime, après 30 ans, c'est terminé. Voilà donc la différence. Alors, notre droit pénal belge est basé sur ce qu'on appelle une procédure accusatoire. Procédure accusatoire est le contraire de la procédure inquisitoire. Alors, je vais commencer par l'inquisitoire parce que je sais que vous regardez souvent des séries à la télé policières américaines et par exemple aux États-Unis où l'on pratique ce principe donc, de la procédure inquisitoire. Lorsqu'on vous reproche quelque chose, on va vous demander est-ce que vous dites par rapport à cela que vous êtes coupable ou non coupable. Dans les séries américaines, on entend toujours guilty or not guilty, coupable ou non coupable. Si vous dites oui, je suis coupable, la procédure s'arrête là. On ne va pas chercher à démontrer votre culpabilité, vous avez reconnu que vous étiez coupable, on va statuer sur la peine. Dans notre droit belge, c'est le contraire. C'est une procédure accusatoire. C'est-à-dire qu'en droit belge, une instance est chargée de poursuivre les personnes qui commettent des délits au sens large, des infractions, des comportements illicites, et de démontrer, c'est-à-dire d'apporter la preuve, que ces personnes-là ont bien réalisé l'infraction, le comportement. La personne qui est poursuivie, à la limite, elle n'est même pas obligée de parler. Elle attend que l'instance lui démontre qu'elle est coupable et éventuellement elle s'en défend. Mais elle ne doit pas prouver son innocence. C'est pour cela que, en Belgique, vous avez le droit au silence. Vous n'avez rien à dire, vous n'êtes pas obligé de parler, vu que c'est une instance qui va elle-même chercher les preuves. Alors, quelle est cette instance qui est chargée en Belgique de rapporter les preuves? C'est ce que l'on appelle le ministère public, le parquet, de manière générale. Le parquet est formé par des magistrats. Alors, des magistrats, c'est quoi? C'est des personnes qui ont fait le droit à l'université et qui, après leurs années de droit, ont décidé plutôt que d'aller dans le privé, plutôt que d'exercer la profession d'avocat, d'aller vers la magistrature. Et donc d'être soit magistrat, soit au sein donc du parquet. Ces personnes-là sont donc payées par l'État pour poursuivre les comportements délictueux. Alors, il y a dans chaque arrondissement judiciaire un procureur du roi et des substituts du procureur du roi. Les substituts du procureur du roi, ce sont les personnes dont je viens de vous parler, qui remplacent quelque part le procureur du roi, parce que cette brave personne, elle ne saurait pas tout faire, elle ne saurait pas être partout. Et donc, il y a des personnes qui le remplacent et qui ont la fonction donc, de procureur du roi. Et donc, c'est donc le procureur du roi qui est chargé de poursuivre les infractions. Et lorsqu'il a terminé son enquête, c'est le juge pénal qui va statuer et va dire si oui ou non les preuves que le parquet lui a ramenées sont suffisantes pour vous condamner. Et une fois que vous êtes condamné, que vous êtes reconnu coupable, eh bien, il y aura une peine qui va donc assortir cette infraction et donc qui va vous punir des faits que vous avez commis. Et donc, lorsque vous êtes condamné par un tribunal pénal, on va voir lesquels, eh bien, il y a une obligation qui va naître entre vous et l'État belge,
vous allez être lié par ce jugement et vous allez donc devoir payer soit une amende, soit faire votre peine, etc. Donc là, vous comprenez mieux en quoi le droit pénal est une source d'obligation entre vous et l'État belge. Quels sont les tribunaux pénaux qui peuvent vous condamner à une peine? On a d'abord le tribunal de police. Alors, le tribunal de police, il poursuit qui? Il poursuit les personnes qui ont commis une infraction au code de la route sur la voie publique. Les excès de vitesse, vous connaissez tous le code de la route, donc vous ne le respectez pas, un tribunal de police peut vous condamner à une peine. Autre tribunal pénal, c'est le tribunal de la famille, qu'on appelait avant le tribunal de la jeunesse, qui va pouvoir condamner à une peine un mineur. Une personne donc qui était mineure au moment où il a commis l'infraction. En Belgique, on est mineur jusqu'à sa majorité, c'est-à-dire jusqu'à la date anniversaire de ses 18 ans. Et même pour être plus précis pour la petite information, jusqu'à l'heure de votre naissance. Donc si vous êtes né le 18 mars 1980 à 15 heures, vous êtes majeur le 18 mars 1998 à 15 heures. Ça, c'était une petite anecdote. Autre tribunal pénal, c'est ce qu'on appelle le tribunal correctionnel. Alors, le tribunal correctionnel, à la base, il ne s'occupait que des délits, c'est-à-dire tous les comportements que vous auriez commis et qui n'entraînaient pas une peine de plus de 5 ans. Les autres comportements, c'est-à-dire les crimes, étaient dévolus à la cour d'assises. Alors, vous imaginez que si on avait gardé ce système-là, la cour d'assises, elle fonctionnerait 48 heures sur 24, tellement il y a des comportements criminels, c'est-à-dire, je le répète, avec une peine supérieure à 5 ans. On a donc dit qu'on réserverait à la cour d'assises les crimes les plus graves. Alors, c'est quoi les crimes les plus graves? C'est quand il y a mort d'homme volontaire. C'est l'assassinat, c'est le meurtre, ou alors c'est des comportements excessivement graves, la torture, certains viols, etc., etc. Tout le reste, alors que ce sont quand même des crimes, ont été ce qu'on a dit correctionnalisés. C'est-à-dire que le tribunal correctionnel va pouvoir juger des comportements, des crimes correctionnalisés, c'est-à-dire qui en principe auraient dû aller à la cour d'assises, mais qui ont été par la loi dévolus aussi au tribunal correctionnel. Et enfin, nous avons la cour d'assises. Alors, la cour d'assises, c'est une instance particulière en Belgique à 2 niveaux. Tout d'abord, la cour d'assises donc les arrêts de la cour d'assises sont rendus par ce qu'on appelle un jury populaire. Vous avez déjà vu ça à la télé. Un jury populaire, ce sont des citoyens qui sont tirés au sort et qui vont devoir venir pendant une session de cour d'assises rendre leur jugement, c'est-à-dire 1. Est-ce que la personne est coupable des faits que l'on lui reproche? Et 2. Quelle sera la peine qui va être prononcée suite à ce comportement? Ça, c'est la première particularité de la cour d'assises. Deuxième particularité de la cour d'assises, c'est la procédure orale. Tous les autres tribunaux jugent sur base de ce qu'on appelle la procédure écrite, c'est-à-dire qu'ils ont un dossier devant eux qui est composé de toutes les plaintes, les enquêtes, les expertises, etc., etc., et le juge statue sur base de ce dossier. En cour d'assises, toutes les personnes qui ont été entendues à quelque titre que ce soit, et pour lequel, bien sûr, un écrit a été fait, reviennent devant la cour d'assises
redire oralement ce qu'elles ont dit dans, dans leurs écrits. Alors pourquoi? Pour être sûr d'abord qu'elles maintiennent ce qu'elles ont dit, parce qu'il faut savoir que les peines qui sont assorties en cour d'assises suite à ces comportements sont des peines lourdes en général, vu que c'est les crimes les plus graves. Et donc pour éviter l'erreur judiciaire, on veut s'assurer que les personnes qui ont apporté leur contribution quelque part à ce procès viennent le redire, confirment, infirment, mais surtout répondent aussi aux questions des avocats, des membres du jury, du président, etc. Troisième particularité de la cour d'assises, c'est que en Belgique, un arrêt de cour d'assises n'est absolument pas sujet à une procédure d'appel. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas eu un vice de procédure dans ce procès est rendu en dernier ressort, c'est-à-dire qu'il n'est pas appelable, et que la sentence qui est tombée, la sentence est tombée. En France, par exemple, vous pouvez faire appel d'un arrêt d'une cour d'assises, et vous êtes rejugé, c'est ça, faire appel, c'est être rejugé une seconde fois, par une autre cour d'assises. En Belgique, ce n'est pas possible. Seule la cour de cassation peut casser un arrêt d'une cour d'assises pour un vice de procédure, et dans ce cas-là, vous n'êtes pas innocenté, vous êtes simplement rejugé par une autre cour d'assises. Alors, nous allons voir maintenant comment un citoyen qui aurait commis une infraction peut être renvoyé devant un tribunal correctionnel, un tribunal pénal. Alors ici, c'est important, vous ouvrez grand vos oreilles, il y a deux chemins possibles. Le premier chemin s'appelle l'information. L'information, c'est la conséquence d'une plainte qui est déposée en général par un citoyen au bureau de police. Autrement dit, vous avez sûrement déjà soit déposé une plainte ou soit avoir dû répondre d'une plainte qui aurait été déposée à votre encontre. Le citoyen va au bureau de police et est entendu et dit voilà, je me plains de tel comportement délictueux vis-à-vis de telle personne parce que j'ai son identité ou éventuellement contre X, c'est-à-dire je n'ai pas son identité mais je m'en plains. On est venu voler chez moi, mais je ne sais pas qui est le voleur. Alors il faut quand même savoir que bon nombre de personnes ont le réflexe, quand elles ont un problème, quel qu'il soit, d'aller déposer plainte au bureau de police. Si le comportement qui vous dérange n'est pas un comportement repris dans le code pénal, ça ne sert à rien, vu que la police et le ministère public ne vont poursuivre que les comportements qui sont susceptibles d'être punis parce que repris dans le code pénal. Si votre bailleur, qui vous a promis de remettre un nouveau boiler, de remettre les tuiles sur le toit ou quoi ou qu'est-ce, ne le fait pas, ça ne sert à rien d'aller déposer plainte au bureau de police. Parce que ne pas remettre un boiler alors qu'il vous l'a promis n'est pas un comportement puni par le code pénal. Il y a moyen d'obliger votre bailleur à remplacer le boiler d'une autre manière, en allant par exemple devant le juge de paix et en disant devant le juge de paix qui est le juge compétent pour les baux, de dire mon bailleur ne m'a pas remplacé le boiler alors qu'il y est obligé par contrat, et le juge de paix le condamnera à remplacer le boiler. Mais ça ne sert à rien d'aller à la police. Vous n'allez à la police que pour les comportements, je le répète, susceptibles d'être punis par le code pénal. Lorsque vous déposez donc votre plainte, on dit que votre affaire est à l'information. Quand vous entendez le mot information à la télé dans les actualités,
Ça veut dire que c'est le parquet qui s'en occupe, il y a une plainte au bureau de police. Et, je vous ai dit, cette plainte va être transmise au parquet du procureur du roi, et les substituts du procureur du roi, ils vont faire leur enquête. Par exemple, ils vont essayer de retrouver les communications téléphoniques, les SMS, ou aller voir les vidéosurveillances qui se trouvent en ville, etc., etc., pour essayer de retrouver l'auteur de l'infraction. Et s'ils le retrouvent, et qu'ils en ont les preuves, eh bien, ils renverront l'affaire devant le juge pénal du fond. Là, votre affaire est à l'information. Une affaire à l'information présente un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que c'est gratuit. Autrement dit, quand vous déposez plainte au bureau de police, vous ne devez rien payer. Le désavantage, c'est que vous n'avez aucun droit de regard sur l'information qui est en cours. Si vous voulez savoir où ça en est, vous pouvez toujours envoyer un courrier et on vous dira, c'est toujours une information où c'est classé sans suite. Ça veut dire que c'est sans suite, eh bien, on n'a pas réussi à trouver l'auteur ou à en trouver les preuves, mais c'est tout. Et si vous voulez, par exemple, que la police fasse un certain devoir, par exemple, vous dites j'aimerais bien qu'elle interroge le voisin, vous n'avez pas de moyen juridique pour obliger la police à interroger le voisin. Donc, l'avantage des inconvénients. Et à un moment donné, si, je répète, le parquet a trouvé suffisamment de preuves, la personne sera renvoyée devant le tribunal correctionnel. Alors, c'est quoi les preuves? Une preuve, c'est soit un fait, une découverte, difficile à remettre en question. Par exemple, les traces ADN. On va trouver vos traces ADN sur le cou de la victime que vous avez étranglée. C'est difficile d'aller à l'encontre. Qu'est-ce que votre trace ADN faisait sur ce coup-là? Vos empreintes, ou alors vous avez été pris en flagrant délit par les caméras de surveillance. J'ai envie de dire, ça c'est des preuves plus ou moins directes, ou d'emblée, quelque part, c'est difficile à contester. On n'a pas toujours ce genre de preuves. Et dans ce cas-là, la loi, elle dit que la preuve, ça peut être aussi un faisceau d'indices précis et concordants. Autrement dit, c'est beaucoup moins précis que les éléments dont je viens de vous parler, mais il y en a plusieurs, c'est quand même suffisamment précis et tout ça mis ensemble peuvent faire croire raisonnablement que c'est vous qui êtes l'auteur de l'infraction. Exemple, vous commettez un hold-up. Il n'y a pas de vidéosurveillance, on ne retrouve pas vos empreintes, on ne retrouve pas votre ADN. Mais votre téléphone a borné à ce moment-là dans un endroit tout proche de la banque où vous avez commis le hold-up. Quelqu'un vous a quand même vu sortir de la banque et estime que la personne qui est sortie vous ressemble quand même très très fortement. On va retrouver par exemple votre abonnement de train sur le trajet qu'ont emprunté les auteurs du hold-up. Alors vous allez me dire, l'abonnement de train, ça peut être quelqu'un d'autre qui l'a perdu, on est d'accord. La personne qui dit oui, elle lui ressemble, elle n'est pas vraiment formelle. Et vous auriez très bien pu être avec votre téléphone, pas loin de la banque, au moment où le hold-up a eu lieu. Alors tout ça pris isolément, c'est pas suffisant. Mais si on met tout ensemble, la personne qui a cru vous reconnaître, votre téléphone qui borne, l'abonnement perdu, etc., etc., ça pourrait être une preuve suffisante. Ce sont tous des petits indices quand même précis, mais qui vont tous dans le même sens. Eh bien, si le tribunal estime que la preuve est rapportée, vous pouvez être condamné. L'autre chemin pour être envoyé devant un tribunal pénal,
ce n'est plus l'information, mais c'est ce que l'on appelle l'instruction. Autrement dit, la plainte avec constitution de partie civile. C'est un autre chemin où les avantages que je vous ai dit pour l'information deviennent ici des inconvénients, mais où les inconvénients que je vous ai dit pour l'information deviennent ici des avantages. Je m'explique. Une plainte avec constitution de partie civile, c'est payant. Alors ça se passe comment? Il faut savoir qu'il y a dans tous les tribunaux belges, tous les jours, des juges d'instruction qui sont de garde. Je vous expliquerai après c'est quoi un juge d'instruction. Enfin, ils sont de garde. Vous allez frapper à leur porte et vous dites voilà, je voudrais me constituer partie civile contre X ou contre monsieur Untel parce que j'ai été victime d'eux. Et je vous demande aussi de faire une enquête. Et si vous avez trouvé suffisamment de preuves, de le renvoyer devant le tribunal pénal. C'est payant. Mais l'avantage, quand vous êtes constitué partie civile, c'est que vous allez avoir un droit de regard sur ce qu'on appelle ici l'instruction. On n'est pas dans l'information, on est dans l'instruction. Et vous allez pouvoir demander au juge d'effectuer certaines enquêtes, certains devoirs, et quelque part, il ne pourra pas vous les refuser. Par exemple, on est venu gratter sur votre porte de voiture, sale type, je vais te tuer dans les jours à venir. Alors, est-ce que c'est un comportement répréhensible par le code pénal? Ben, la réponse est oui, parce que c'est à tout le moins des menaces, et que les menaces sont punies par le code pénal. Et donc, vous pourriez, par exemple, demander au juge d'instruction, s'il ne le fait pas, une expertise graphologique des inscriptions qu'il y a eu sur la portière, que vous ne pourriez pas demander si l'affaire était à l'information. Il n'y a pas de moyen d'obliger l'enquêteur à réaliser ce devoir. Dans l'instruction, vous pouvez le demander. Et donc, le chemin est différent, mais le but est le même, c'est de renvoyer une personne devant un tribunal pénal. Alors, quelle est la différence entre le procureur du roi et le juge d'instruction? Alors, vous savez que la Belgique est née ensuite de la Révolution belge de 1830, lorsque nous étions sous l'emprise hollandaise. Les Belges, à l'époque, ne voulaient surtout pas que dans l'avenir, les Belges vivent encore ce qu'eux avaient vécu avant cette révolution. Et ce qu'ils avaient vécu avant cette révolution, c'était de dire on estime qu'on a droit à des libertés fondamentales et du temps des Hollandais, on ne les a pas eues. Eh bien, ces libertés fondamentales, on veut qu'à partir de la Révolution belge, tous les Belges puissent bénéficier de ces libertés fondamentales. Alors, les libertés fondamentales qui sont inscrites dans la Constitution, et la Constitution, c'est la norme juridique la plus élevée des lois belges, du système législatif. Pour toucher à des articles de la Constitution, c'est vraiment une procédure excessivement lourde, compliquée et qui a des conséquences. Eh bien, les libertés fondamentales, elles sont reprises dans la Constitution. C'est pour vous dire à quel point elles sont importantes. Alors, c'est quoi les libertés fondamentales? 1, le domicile. On dit que le domicile, c'est chez vous, c'est votre petit nid, et que le domicile est inviolable. 2, c'est le secret des correspondances. Lorsque je vous écris, quelqu'un d'autre ne peut pas saisir la lettre et aller voir ce qu'il y a dedans. 3, c'est surtout la liberté d'aller et venir. Tant que vous restez dans l'espace public, je ne peux pas vous empêcher d'aller vous promener sur la rue, dans un parc, etc., sauf exception, comme c'est le cas actuellement avec le coronavirus, par exemple. Mais hormis ces cas extrêmes, vos libertés fondamentales sont préservées.
il existe des moments, des cas où, pour pouvoir arriver à démontrer la preuve que vous avez commis tel acte délictueux, au sens large, j'ai eu besoin d'entraver ces libertés fondamentales. Eh bien, à ce moment-là, la partie poursuivante va pouvoir solliciter du juge d'instruction que certains actes exceptionnels soient commis. Et que, par exemple, l'inviolabilité de votre domicile soit mise à mal. C'est ce qu'on appelle la perquisition. Le mandat de perquisition, c'est quoi? C'est un document écrit qu'un juge d'instruction a rédigé parce qu'il avait quand même des indices sérieux, par exemple que la drogue était chez vous, l'argent volé était chez vous, le cadavre était chez vous. Et donc à ce moment-là, vous ne savez pas vous opposer au fait que des enquêteurs viennent, entrent et fouillent votre maison. Ça, c'est exceptionnel, mais c'est possible. Autre exemple, par exemple, je vous dis que les correspondances sont tout à fait privées. Je ne peux pas entendre ce qu'une personne vous dit parce que vous avez la liberté d'expression, donc de parler et d'être entendu. Je ne peux pas vous mettre sur écoute. Si maintenant j'ai des indices suffisants qui me disent oui, ce gars-là est un dealer invétéré, et que le juge d'instruction estime que j'ai raison, eh bien, il va pouvoir vous mettre sur écoute. Il va pouvoir aller rechercher tous vos SMS, etc., etc. Donc, l'avantage de l'instruction, c'est que le juge d'instruction va aussi avoir ces moyens-là. Mais il se peut aussi qu'alors que vous aviez déposé plainte à la police et que votre affaire est à l'information, que le procureur du roi est coincé parce qu'il voudrait bien faire une perquisition, mais il ne peut pas, il va devoir demander l'autorisation à un juge d'instruction, et votre affaire qui se trouvait à l'information va d'office tomber dans l'instruction. Et à ce moment-là, vous en aurez les avantages, et vous n'aurez même pas l'inconvénient, vu que votre chemin avait commencé par l'information. Votre affaire tombe dans l'instruction parce qu'un acte d'instruction doit être posé et un juge d'instruction est d'accord de le poser, eh bien, vous aurez l'avantage de ne pas avoir payé et de bénéficier des avantages de l'instruction. Donc, ceci est important. Une affaire à l'information, qui commence à l'information, peut basculer dans l'instruction lorsque le procureur du roi veut poser des actes qui entravent vos libertés fondamentales, et dès lors, il doit demander l'autorisation à un juge d'instruction, et si le juge d'instruction lui dit oui et accomplit ses devoirs, eh bien, votre affaire va basculer dans l'instruction. Il se peut que le juge d'instruction refuse d'accomplir ces devoirs-là, parce qu'il estime que le dossier qui lui est présenté par le procureur du roi est trop maigre, qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour pouvoir commettre un tel acte qui reste un acte important et parfois même traumatisant. Une perquisition à 5 heures du matin où on enfonce la porte, où on vous met par terre, où on vous menotte et on fout tout, ça peut être quand même excessivement traumatisant. Dernier acte qu'un juge d'instruction peut poser, c'est ce qu'on appelle le mandat d'arrêt. Alors, il faut savoir que, je vous ai dit, vous avez la liberté d'aller venir, et seul un jugement, quelque part, qui vous condamne à une peine de prison, peut restreindre cette liberté-là, et lorsque vous êtes emprisonné, effectivement, à part aller dans la prison, et encore, quand on vous le dit et où on vous dit, il est clair que votre liberté d'aller et venir est tout à fait entravée. Le juge d'instruction pourrait quand même néanmoins, alors qu'il n'y a pas de jugement qui vous condamne, déjà vous mettre en prison, c'est ce qu'on appelle la détention préventive. Il n'y a pas de jugement qui vous condamne, mais le juge d'instruction va délivrer ce qu'on appelle un mandat d'arrêt.
Qu'est-ce qui autorise un juge d'instruction à délivrer un mandat d'arrêt? Le fait qu'il ait peur que s'il vous laisse en liberté, vous n'ayez par exemple envie de vous sauver à l'étranger. Vous n'ayez envie d'aller détruire les preuves. Vous n'ayez envie d'aller dire à vos complices, attention, cache ça, ne dis pas ça et ne dis pas ça. Et donc pour préserver, j'ai envie de dire, l'intégrité de l'enquête, le juge, parce qu'il n'a pas envie que les preuves elles s'envolent, il n'a pas envie que vous vous envoliez aussi, va pouvoir vous mettre en prison préventivement en attendant que l'instruction se termine et qu'au terme de l'instruction, on ait suffisamment. Alors la loi dit de charge, des charges, mais c'est presque des preuves pour vous renvoyer devant un tribunal correctionnel. Si le juge d'instruction n'arrive pas à démontrer ces indices sérieux de culpabilité, ces charges, on dit qu'il s'agit alors d'un non-lieu. Je vous ai dit, lorsque votre affaire est à l'information, si on n'arrive pas à démontrer votre culpabilité, on dira que c'est classé sans suite. Lorsque votre affaire est à l'instruction, on dit qu'il s'agit alors d'un non-lieu. Grosso modo, c'est plus ou moins la même chose, si ce n'est que dans un cas, je suis dans l'instruction, dans l'autre cas, je suis dans l'information. Et donc, en conclusion, je reprends ce que je vous ai dit au début de cette vidéo. Retenez bien, le délit, de manière générale, c'est un comportement illicite au regard du droit pénal qui entraînerait, le cas échéant, une condamnation si les preuves sont rapportées. Et c'est un acte volontaire. Si l'acte n'était pas volontaire, il serait alors involontaire, c'est ce qu'on appelle l'accident. L'accident, c'est quelque chose que j'ai pas voulu, mais c'est arrivé quand même. Je trébuche, je tombe dessus, tu tombes et tu te fais une fracture du crâne. Il est clair que c'est un accident. Si maintenant je viens sur toi, je te fonce dessus volontairement pour te faire mal, tu tombes et tu as une fracture du crâne, là c'est des coups et blessures volontaires, c'est le code pénal. Quand c'est l'accident, l'involontaire, c'est ce qu'on appelle alors le quasi-délit, ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Voilà, je pense que j'ai fait tout le tour par rapport au délit. Mon but était de vous montrer comment un délit peut être une source, une cause d'un lien juridique entre vous et quelqu'un d'autre. Alors, entre vous et quelqu'un d'autre, ça peut être entre vous et le ministère public, l'État belge. Et si la personne veut ensuite, la personne lésée, la victime, veut également ce qu'on appelle des dommages et intérêts pour son dommage, vous aurez un lien juridique et vis-à-vis de l'État belge et vis-à-vis de la victime. Vous ferez votre peine de prison, vous payerez votre amende et aussi vous dédommagerez la victime du dommage que vous lui avez subi. Dommage qui peut être soit matériel, soit moral, ou parfois matériel et moral. Exemple, je rentre dans un magasin, je braque le gérant et je pars avec les cigarettes et l'alcool. Le dommage matériel, c'est le prix des cigarettes et de l'alcool que j'ai volé et que je n'ai pas payé. Le dommage moral, ça peut être la peur qu'a eu ce gérant, le fait que suite à cela, il fait des cauchemars, il a des crises d'angoisse, il pleure, il ne sait plus reprendre son travail, etc. Tout ça, c'est le dommage moral. Eh bien, le dommage, qu'il soit matériel et ou moral, doit être payé par l'auteur des faits. Alors, dernière chose que je tiens à préciser, le droit belge parle aussi de ce qu'on appelle la coréité, ce qu'on appelle le co-auteur. Lorsque vous êtes plusieurs à commettre une infraction, peu importe
la personne qui, par exemple, va porter le coup de couteau. Vous avez été ensemble pour commettre une infraction. Tous les co-auteurs peuvent être renvoyés du chef de coups et blessures volontaires, même si ce n'est pas vous qui avez porté le coup de couteau, mais que c'est la personne avec qui vous étiez. Et donc il faut faire très attention parce que co-auteur égale auteur. Même si vous n'avez pas voulu ce qui se passe, vous étiez avec, vous commettiez l'infraction, eh bien vous répondrez au même titre que celui qui, par exemple, a tiré avec son arme, a donné le coup de couteau, du meurtre, de l'assassinat, ou quoi encore. Donc méfiez-vous, co-auteur égale auteur. Vous serez probablement puni à la même sauce, si je puis dire. Et c'est pas, vous aurez beau dire, mais enfin c'est pas moi qui ai, c'est pas moi qui ai. Vous étiez avec, vous commettiez l'infraction avec lui, eh bien vous assumez les conséquences de cette infraction en qualité de co-auteur. C'est vraiment une disposition pénale excessivement lourde qui peut vraiment entraîner de graves conséquences et donc méfiez-vous d'être éventuellement co-auteur d'une infraction, même si vous n'avez pas voulu au départ les conséquences des actes qui ont été posés. Voilà, je m'arrête ici pour le délit. Je fais ensuite une autre vidéo qui parlera du quasi-délit. Quasi-délit, c'est donc l'accident. Délit, c'est un acte volontaire, je le répète, dont le comportement est puni par le code pénal. Voilà, je vous remercie de votre attention.